Walter, pourquoi as-tu commencé à utiliser les outils informatiques dans ta pratique? Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Excellent. Voilà. Et oui, voilà, Dieu et bien d'autres choses aussi. Pour essayer de faire une longue histoire courte, vous n'êtes pas sans savoir, ceux qui connaissent la musique, qu'il y a beaucoup d'algorithmes, entre guillemets, musicaux qui peuvent être automatisés. C'est-à-dire qu'il y a des processus compositionnels qui peuvent parfois être très fastidieux, que l'on peut automatiser pour rendre la tâche plus facile au compositeur et lui permettre de, si vous voulez, de survoler un certain travail mécanique qui parfois est un peu décourageant. Et dans les années, fin des années 60, j'ai découvert la musique de Yanis Xenakis et j'ai commencé à m'intéresser à ses recherches parce que dans mon parcours compositionnel, j'utilisais beaucoup de mécanismes complexes dans mes compositions et qui exigeaient un temps de réalisation mécanique. Ce qui m'a amené peu à peu à considérer ce que les développements de l'informatique à ce moment-là, en 1973, les développements de l'informatique en musique devenaient pour moi une porte de sortie et ouvraient pour moi aussi des horizons nouveaux et allait me permettre de développer des outils qui me permettraient de me dégager de toute une série comment dirais-je, d'esclavage, mais vraiment d'esclavage. Et le groupe à l'époque, c'était Robert Dupuis, Rick Wegener, Daniel Lequin, Serge Froment et Jean-Louis Richer. Et ils étaient installés à l'université, mais avaient aussi un rapport direct avec le centre de calcul de l'université. Et donc, on communiquait, parce que là, on parle vraiment on parle pas du Moyen-Âge, on parle du Jurassique. On communiquait avec le centre de calcul avec un télétype. C'est une machine qui souffrait de la maladie de Parkinson, parce que passer une heure à travailler sur cette machine, on sortait de là en ayant les mêmes soubresauts. Et donc, ces gens-là avaient besoin, parce que c'était des mathématiciens et des scientifiques. Alors moi, je me suis gaiement et goulûment prêté à titre de cobaye pour ces gens-là, parce que moi, j'arrivais avec des problèmes techniques et des problèmes très précis à résoudre. Et donc, étant donné que moi, je suis un musicien, je ne suis pas un informaticien, alors, si vous voulez, je catapultais mes problèmes à ces gens-là, mais j'étais très sensible aussi à ce qu'ils étaient en train de développer. Et dans mon cas, ce n'était pas particulièrement pour le développement de la synthèse sonore, donc Jean vous en parlera plus en détail plus tard, parce que moi, à ce niveau-là, ça ne m'intéressait pas, parce que je n'avais pas envie de construire un hautbois à chaque fois que j'écrivais une pièce. T'sais, pour moi, j'avais plutôt envie de travailler avec des instruments qui existaient déjà, bien sûr, et que je n'avais pas à faire la synthèse. Puis surtout qu'à l'époque, la synthèse sonore c'était l'enfer, c'était vraiment l'enfer. Et mon passage avec le groupe informatique musique a été vraiment... c'est un peu comme saut de terre sur la route de Damas, qui est devenu Saint-Paul par la suite. C'était vraiment l'illumination, parce que là, on a pu commencer à développer des logiciels avec ces gens-là, et qui sont devenus par la suite aujourd'hui. Par exemple, je travaille avec Open Music, qui est un logiciel qui me permet d'étirer, de compresser le temps. La même chose avec les intervalles et de faire plein de choses, mais à l'époque, il fallait vraiment tout développer ça à la base. Et c'était des années héroïques. C'est un peu comme si vous voulez, les coureurs de bois qui s'aventuraient dans des terres inconnues. Puis, vous savez,
actuellement, même dans nos iPhones, il y a plus de pouvoir de calcul là-dedans qu'il y en avait dans l'énorme machine qui est un Cyber 7400. Parce que plus tard, on entendra juste un petit bout d'une pièce de piano que j'ai calculée sur ce fameux Cyber 7400. On rentrait là un peu comme on rentrait à Chapelle Sixtine. Tu sais, c'était une machine qui faisait d'ici le corridor là-bas. Et juste pour la synthèse sonore, bref, ça prenait des heures et des heures. Oui, mais ça c'est plus vieux. Oui, mais ça, c'est déjà beaucoup... Peut-être un peu plus comme ça. Oui, mais c'était comme ça, mais multiplié par 20. C'était vraiment incroyable. Alors, donc, c'est ma première rencontre avec l'informatique en musique. Jean, donc, oui. Pourquoi? Okay. Moi, j'ai commencé à faire de la musique en faisant de la musique électronique. Parce que tu avais une formation où tu étudiais en journalisme. J'étais en journalisme, j'étais en communication à l'Université de Montréal. Et il y avait un studio qui était dirigé par M. Neil Parent. Et qui était un des premiers studios de musique électronique au Québec. Et M. Miguel, il n'était pas à l'Université de Montréal. J'ai été attiré par les drôles de sonorités qui sortaient du studio qui était le long des corridors, vous deviez me connaître, je me souviens. Et puis je suis rentré et j'ai commencé tout de suite à faire de la synthèse. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a pris tout de suite, c'était le son. Et je peux dire que je suis embarqué dans ma pratique musicale via le son. Peut-être pas contrairement à ce que Voltaire disait, mais néanmoins, moi, j'ai été attiré par les technologies musicales pour être capable de façonner et faire créer de nouvelles matières sonores. Pour ce qui est de l'informatique, particulièrement, je me rappelle, on a eu une couple d'expériences, je me souviens pas si tu étais là à ce moment-là. On avait un IBM 360 à l'Université Laval qui était exactement ce modèle-là. Ici, je pense que c'était, on parle de 1971, 72 dans ce moment-là. Et on avait réussi à installer Music 5 dessus. Music 5 qui était un nouveau programme, qui était un modèle de Max Matthews. Et le programme roulait, mais on ne pouvait pas obtenir de son parce qu'il n'y avait pas de convertisseur. Il n'y avait pas de convertisseur numérique analogique. Donc on pouvait calculer les formules, mais on pouvait les entendre. Alors, il y avait un paradigme qui était intéressant, c'est-à-dire, donc qui n'était pas intéressant justement, c'était de diviser la pratique de l'informatique musicale en deux étapes. C'est-à-dire qu'il y avait la synthèse sonore d'un côté, avec laquelle on pouvait faire du son, dans ce cas-là, et il y avait les données de contrôle qui étaient calculées soit à la main, soit à l'aide d'un programme informatique pour définir quels étaient les événements qui se déroulaient dans les notes, autrement dit. Alors, chacune des notes avait un ensemble de paramètres, et ces paramètres-là étaient appliqués à des programmes de synthèse. Alors évidemment, comme on ne pouvait pas savoir comment ça sonnait, mais ça a été une expérience qui n'a pas duré très longtemps. Et donc j'ai abandonné ça, j'ai continué à faire de la synthèse analogique pendant une année ou deux, et jusqu'à ce que j'aille à l'Institut de sonologie en Hollande, où il venait de faire l'acquisition d'un tout nouvel ordinateur qui s'appelait Midec PDP-10, dont on a une photo que je t'ai envoyée. On verra tout à l'heure, qui est un pan de mur, essentiellement. Et ce qu'il y avait de révolutionnaire à ce moment-là, c'était qu'on pouvait faire de la synthèse très simple, mais on pouvait faire de la synthèse sonore en temps réel ou à peu près. Alors on pouvait contrairement à l'Université de Montréal où il y avait pas de son. Non, à l'Université de Montréal, vous pouviez lancer les calculs et ça sortait le lendemain matin. Oui, c'est ça. Il y avait un convertisseur digital analogique. Mais le problème au centre de calcul, c'est que l'ordinateur a une fiche d'activité où est-ce qu'il va passer presque 5 minutes de temps, ou 5 secondes de temps de calcul sur un ordinateur comme ça qui est en train de calculer des formules pour le département de chimie, de physique. Alors, on envoyait du data là, puis ça prenait 8-10 heures jusqu'à temps qu'on ait quelque chose qui sonnait atrocement mal. C'est ça. Mais la révolution qui est arrivée en 1974,
c'est l'invention par John Charney d'un algorithme de synthèse du son qui s'appelle la modulation de fréquence, qui a changé absolument le visage complet de la musique numérique, ce qui a inventé la musique numérique, en fait, la synthèse sonore numérique, c'est avec ça. Enfin, ça n'a pas vraiment été inventé, mais je veux dire, tout d'un coup, c'est devenu pratique parce qu'avec seulement 2 oscillateurs, deux générateurs d'ondes périodiques intermodulés, on pouvait générer des spectres dynamiques, ce qui était impossible auparavant, et on pouvait le faire de façon très efficace et très rapide. En Hollande, il y avait donc un algorithme... Juste pour dire, ce fameux algorithme de Charney est devenu le DX7. Le DX7. C'est vendu des millions à 10 millions à travers le monde, de Yamaha. Oui. Et à cette époque-là, à Utrecht, à l'Institut de sonologie, il y avait un jeune homme qui travaillait là, du nom de Barry Truax. Et Barry était celui qui avait réussi à faire implanter l'algorithme de modulation de fréquence sur les disques. Et puis tout le monde était bien excité parce que tout d'un coup, on pouvait entendre des sons qu'on n'avait jamais entendus. Parce que la FM, c'était très nouveau à ce moment-là, c'était ces timbres. Maintenant, on est habitué, c'est des espèces de timbres métalliques qui ont des spectres dynamiques. Mais à ce moment-là, c'était absolument inouï. Et tout d'un coup, il y a tout un océan possible qui s'est ouvert. Et par la suite, je suis allé, quand j'ai quitté la Hollande en 1974, je suis allé travailler à Vancouver avec Barry, qui avait fait une implantation du module de synthèse modulation de fréquence avec un temps différé aussi. Alors, comme disait Voltaire, comme l'expliquait Voltaire, la façon que ça fonctionnait, c'est que plutôt que là, on pouvait faire seulement 2 oscillateurs en temps réel. Mais la façon de le faire, pour en avoir plus que 2, c'est qu'on le faisait en temps différé. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un calcul, sur un bloc de données qui représentait peut-être un quart de seconde ou un huitième de seconde, et on allait l'écrire sur ces machines-là, les magnétophones qu'on voit se produire des magnétophones. Ça, c'est des trucs pour... c'est des unités de storage magnétique. Alors, on enregistrait un bloc à la fois. Mais ce qui était... Puis ça a été l'autre révolution qui était extraordinaire, parce que tout d'un coup, on pouvait additionner comme 1000, 2000, 5000 oscillateurs l'un par-dessus l'autre et l'écrire dans un bloc. Petit à petit, puis là, ça prenait comme une semaine de faire un calcul, pour avoir un accord qui durait 1 minute ou 2 minutes. On pouvait faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. On entend des exemples tout à l'heure. Voilà. Je vais passer à Zach. Donc, Zach, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à utiliser le numérique? J'ai commencé comme Jean, et au fur et à mesure, ça a commencé plutôt comme Voltaire. Parce que quand j'ai commencé, j'ai eu une formation de musique traditionnelle et électronique. Et j'avais, depuis très jeune, toujours une curiosité sur les sons, l'acoustique et les parts de silence, les paraboles, par le travers un chant, tout ça. Et la fascination que j'avais avec le son, ça m'a amené vers la musique. Et les études qui avaient une partie de musique électronique. Et puis à l'époque, c'était musique avec synthétiseur analogique, avec Mort Sabatnik et Don Duplin en Californie. Je faisais des études. Et c'était après, au début des années 80, où j'ai commencé à écouter, à voir les retours de ce monde dont a parlé Jean, les sons audio numérique. Et pour moi, la première fois que j'ai écouté ça, c'était rien à voir. On avait tous les sons analogiques dans la tête, et tout ça. Et tout d'un coup, il y avait un son très très précis, super strident. Oui, c'est ça, on n'a jamais entendu ça. C'est wow, c'est quoi ça? Et ça m'a éveillé une curiosité assez affamée dans ces eaux-là, mais c'était vraiment pour le son, la qualité du son, le timbre du son, la sensation, et surtout cette différence. Et j'ai commencé à étudier l'informatique musicale et tout ça. Et quand je suis tombé sur la réverbération numérique, ça, et jusqu'à aujourd'hui, ça va nous partir parce que on a moyen avec les algorithmes super simples, les éditions, les multiplications, les filtrages et tout ça, qui est les éditions, qui est fait le filtrage
ouvrage, des éditions, des multiplications et les lignes de retard, c'est-à-dire les composants de rien de tout qu'on peut regarder sur une petite feuille, sur papier, donner la possibilité de prendre un son et de le rendre comme si c'était dans une énorme église magnifique. Donc l'idée d'une boîte noire qui, à l'entrée, il y a juste un microphone et à la sortie, il y a un cathédrale, que je pourrais programmer moi-même avec des recettes numériques et tout ça. Ça m'a vraiment pris. Mais comment tu t'es retrouvé à Paris, à l'IRCAM? Donc, l'IRCAM, c'est l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique qui est associé au Centre Georges Pompidou, fondé par Boulez. Donc, oui, c'est ça. Là, j'étais en Californie avec le gang des analogiques, un des gangs des analogiques. Et j'ai pris un cours avec Alan Chaplin, qui était mon prof d'informatique musicale à l'époque. Et tout d'un coup, tous les papiers, toutes les nouvelles et tout ça, ça venait de Bell Labs, ou Institut de sonologie. Enfin, il y avait plusieurs endroits sur la carte. Mais l'IRCAM, pour moi, c'était intéressant parce que j'ai été à Massachusetts Institute of Technology, MIT, pour le cours d'été. Et j'ai rencontré Miller Puckett à l'époque, qui était un grad student et un moniteur, un TA dans ce cours-là. Et lui, il allait à l'IRCAM pour travailler. Et donc, du coup, j'ai resté en contact avec lui et quand il était temps de figurer qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, il y avait le choix de faire mes études de continuer à CalArts ou d'aller à IRCAM. Il y avait à l'époque beaucoup de choses qui avançaient sur ce point-là. Ok, on va revenir là-dessus. Mais juste pour dire, tu as oublié de parler de Karma et de Stanford, évidemment, parce que ce qui a fait l'IRCAM, c'est d'abord arrivé à Stanford. Et quand l'IRCAM a été fondé, ils sont allés chercher toute l'équipe, mais toute l'approche technologique qu'il y avait à Stanford pour les transports. Oui, d'ailleurs, Jean-Louis Richer, qui était un maître programmeur aussi, a été engagé à l'IRCAM. À l'époque, ça, on était en 78, je sais plus, pour aller, il a travaillé là-bas comme un staff pour monter tous les programmes. Donc, effectivement, l'IRCAM a été une espèce de voleur de grands chemins. Ils sont allés chercher des gens d'un peu partout, des expertises, et ils ont tout réuni ça dans le sous-sol du centre Pompidou pour faire ce que c'est devenu aujourd'hui. Il y a l'histoire de moyens aussi, parce qu'à IRCAM, à la différence de tous les autres centres comme ça, il y avait un appui gouvernemental national derrière ça qui donnait des ressources énormes. Et je ne sais pas comment on a fait ça, mais grâce à Boulez, grosso modo, le centre s'est formé. Et l'IRCAM dépendait du gouvernement français, tout en faisant partie du centre Pompidou, mais ne dépendait pas du centre Pompidou. Donc il y avait toutes les ressources d'argent qui venaient du gouvernement pour la culture et tout ça, dont une partie pour l'IRCAM. Et on a comparé les moyens des centres et tout ça. Il y avait le CMAMU de Xenokis. Et dans le journal, ils ont dit que les subventions annuelles du centre de Xenokis au CMAMU a remonté à peu près les frais de déplacement de l'IRCAM pour faire une tournée en Italie. Donc il y avait les moyens. À cette époque-là, on ne disait pas non à Boulez. C'est ça. Boulez demandait, Boulez obtenait. T'es passé comme ça. T'es passé brièvement à l'IRCAM aussi. 80 avant. Pour jouer sur on verra une image de la quatrième des Juno. Peut-être ce que je ferai, là, je vais revenir à Walter. On va y aller avec les exemples sonores, etc., etc. Vous pourrez commenter. Et puis, voilà. Walter Boudreau.
directeur aussi artistique du Festival M&M. Chef d'orchestre, ensemble de la SMCQ, une image donc ici avec l'OSMCQ. Première partition. Walter est passé aussi, donc, avant de faire une musique extrêmement sérieuse. Oui, ça c'était en 67 avec mon trio de jazz à l'époque, à l'Expo. Je parlais du Jurassique tantôt, là on recule au Big Bang. L'infonie, Ouais. tu me connais. Ça, le dessin, c'est moi qui l'ai fait. Il est énorme. Il est chez moi. Ça s'appelle L'œil de Dieu. Ça m'a pris 1 an et demi de faire ça, cette histoire. Et ça va vous donner une bonne idée de comment quel est mon comportement artistique. Vous voyez, tout est très calculé. Tout est absolument comme ça devrait être, excepté en bas, l'accordéon. Et soudainement, il y a une déformation dans la symétrie de ce dessin-là. Et c'est symptomatique de ma façon de travailler, de composer, où à la fois j'utilise des outils très sophistiqués, mais je demeurais, j'ai été, je suis, et je demeurais toujours élégant Voilà. vis-à-vis de mon travail. Donc l'infonie à l'époque, donc je ne sais pas où tu es. Alors, je peux vous le montrer, oui. Ça, à l'époque. Alors là, je suis ici. OK. À peu près tout le monde est mort là-dedans. Il y en a, lui, ça c'est Jacques Prefontaine, il est mort. Ça c'est il est mort. Lui vivant, je parlais tantôt, c'est lui qui est allé vivre dans un tipi à un moment donné. Raoul est ici, il joue de la trompette. Il est mort. Lui, je ne sais pas ce qu'il est mort dessus. Lui vivant, moi, ici, je suis là. Ah oui. Donc, c'est l'infonie qui t'a amené à faire de la musique contemporaine. C'est la petite chienne. Là, ici, on était en 68 ou en 69. Puis ça, c'était à l'Expo Théâtre en 70. Mais d'ailleurs, ce qu'on ne voit pas, parce qu'on avait joué, c'était au mois d'août en 70, et on nous comparait beaucoup, bien sûr, à Frank Zappa et à Mothers of Invention. Et ça, c'est au mois d'août, à l'Expo Théâtre, et on avait célébré Noël. Donc, on avait un arbre de Noël, puis Raoul était habillé après ça en Père Noël. OK. En tout cas, c'est ça qui t'a amené à faire de la musique dite sérieuse. Non, pas vraiment. Passage vers J'ai toujours conservatoire. Non, mais j'ai toujours été sérieux. Serge J'ai toujours été sérieux dans tout ce que j'ai fait, mais j'ai jamais perdu mon sens de l'humour. Parce que j'ai toujours pensé, et je pense encore, que ce qui nous démarque d'une poignée de porte et d'un serpent sonnette, c'est notre faculté d'autodérision, c'est-à-dire le sens de l'humour. Et ceux qui perdent le sens de l'humour, je crois, perdent leur humanité, parce que ça nous permet de sortir de nous-mêmes et d'être capable de nous voir, de se voir. Et dans une démarche artistique, je considère que c'est primordial d'être capable de sortir de soi et de voir et d'être au-dessus. La première fois que j'ai volé, c'est pas en avion, c'est en hélicoptère. Et c'est hallucinant parce qu'en avion, il y a une préparation. Le temps qu'on arrive, qu'on parte et qu'on s'élance sur la piste, tandis qu'en hélicoptère, vous êtes assis là. Et puis, vous entendez le bruit d'un moteur, puis à un moment donné, le monsieur tire la manette et pouf, on lève comme ça. Et je me souviens que là, c'était la première fois que je m'élevais au-dessus du paysage, de la géographie. Et pour moi, ma démarche artistique, la démarche de composition, c'est d'être toujours au-dessus de ce qu'on est en train de faire. C'est d'être dans ce qu'on fait, mais d'être au-dessus pour avoir un sens critique, pour être en mesure de contrôler la forme. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles je me suis aventuré dans cette histoire avec l'informatique, parce que ça me permettait, encore une fois, de me défaire
des études, de tâches mécaniques que je pouvais tout simplement faire exécuter à une machine. Vous savez, si je décide, je prends une mélodie quelconque, par exemple, et je décide de l'étirer par un facteur X, et si cette mélodie-là est très complexe, et qu'ensuite de ça, je veux la compresser dans plein d'autres petits segments, mais il fallait que je note chaque rythme était noté avec sa durée, sa hauteur, et ensuite de ça, il fallait que je prenne ça, que je multiplie ça avec ma calculatrice. Vous pouvez vous imaginer le travail de fou pour faire quelque chose, parce que maintenant, on peut donner ça à un programme et on lui donne, c'est un peu comme la modulation de fréquence, c'est-à-dire qu'on lui donne les paramètres et le résultat sort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un feedback et on a un contrôle sur le résultat, parce qu'on peut le varier, on peut le transformer, on peut le regarder sous des angles différents, et ça permet, en ce qui me concerne, une plus grande liberté et un meilleur choix dans le travail de composition. Si on y va avec... on va suivre l'ordre des exemples. Oui, alors ça fait partie c'est un grand cycle, je n'irai pas trop dans le détail, ça fait partie du cercle gnostique. Je suis rendu à une quinzaine ou une vingtaine d'œuvres qui sont basées autour de ça. Et c'est un petit choral que j'avais écrit pour une musique de film qui était jouée à l'orgue. Et par la suite, je l'ai pris, je l'ai numérisé et je l'ai donné en pâture au Cyber 7400 à l'université pour produire plein de choses. Et il y a beaucoup d'œuvres qui sont basées là-dessus. Et celle-ci, Les Planètes, ça c'est le début, c'est Mercure. On va écouter un petit peu. Si je change de page, il n'y a plus de musique. D'autres pages de la partition. Donc, c'est une œuvre qui dure 33 minutes, comme la plupart des choses que j'écris, qui sont le type des trois. On va entendre maintenant la même musique, mais jouée par un orchestre, mais transformée, mais vraiment transformée. Là, c'est que ça soit plus lent, que ça soit plus axé sur le son orchestral, mais vous allez sûrement reconnaître des éléments de ça. C'est
concerto de l'asile. Mais j'aimerais savoir donc, les 8 pièces qu'on vient d'entendre, c'est vraiment issu de toute une série de calculs que tu avais fait. Absolument. Oui, absolument. Et que tu as réinterprété. Ah ben oui, parce que c'est un peu comme sur un piano, hein. Il y a 88 touches. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 88 touches-là? On a juste regardé le répertoire du piano depuis que ça existe. Et que ce soit avec une gamme heptatonique, donc qui est la gamme normale utilisée en Occident, la gamme majeure ou la gamme mineure. Alors, je disais tantôt, les structures que j'ai générées avec, à l'époque, le Super 5400, ou celle que j'utilise parce que ça date vraiment des années 75, sont des espèces de graines très fertiles qui m'ont servi par la suite dans plein d'œuvres, où est-ce que je reviens et je reprends ce matériau-là, je l'étire, je le compresse, que ce soit à l'orchestre, que ce soit au piano, que ce soit chez un soliste, il n'y a pas de fin. Je suis en train de travailler sur une œuvre actuellement dans le cercle élastique où les prémices de ça que j'ai composé en 94, là, j'y reviens et en général, toutes mes notes de composition, j'ai un fond maintenant à Concordia, Dieu soit loué, parce que j'avais plus de place pour mettre ça chez nous. Et je suis retourné à Concordia récemment, ressortir toute une série de calculs qui venaient de ça pour me remettre dans le bain du travail que j'étais en train de faire. Concerto de l'asile. Ah oui. Alors, donc, là, on va écouter, il y a deux choses, parce que là, on arrive aujourd'hui, Concerto de l'asile et une œuvre qui a été créée l'année dernière à l'OSM et qui sera endisquée l'automne prochain par l'Orchestre Philharmonique de Buffalo avec Alain Lefebvre comme soliste. Et Alain Lefebvre est un pianiste romantique. Et donc, c'est un pianiste formidable, il a une technique hallucinante. C'est lui qui a créé le concerto de John. Ça va. Bon, bref. Corelliano, désolé. Et donc, j'ai écrit une œuvre qui, c'est une étude à toute fin pratique de la gestuelle romantique. Et ça, c'est la fin du premier mouvement, qui est une grande cadence, qui est à toute fin pratique l'original et le rétrograde de la musique qui était là, juxtaposés l'un sur l'autre. Et ensuite de ça, on entendra à l'orchestre cette même musique-là, mais passée à travers Open Music et compressée. Mais écoutons la cadence. Open Music est un logiciel, un logiciel qui gère les hauteurs et les durées, entre autres. Développé à l'air. Absolument. passer à l'extrait orchestral. Alors, vous voyez qu'on est complètement vraiment dans un autre univers. La danse est incroyablement difficile à jouer quand on écoute. C'est ça? Ah oui, c'est vrai. C'est bon. Donc, on est vraiment complètement dans un autre univers. Et je disais que ça s'écoute quasiment comme si c'était une improvisation. Et ça lui a demandé quand même 1 an et demi d'apprendre ça parce que le concerto est de 45 minutes. Là, on va écouter une partie de cette même musique-là
mais qui était passé par le filtre de Open Music et retravaillé autrement, parce que bien sûr, là, il y a toute l'orchestration qui rentre en ligne de compte, qui va jouer quoi, les notes vont être compressées, les intervalles seront soit en expansion, soit en compression, mais vous allez reconnaître les courbes, j'espère, parce qu'on a entendu juste un petit peu, j'espère. En autant que faire se peut, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dernier exemple, Berliner Momente. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça fait partie d'un cycle. Ah mon Dieu, on n'a pas beaucoup de temps pour dire tout ça. C'est une œuvre, c'est une symphonie sur laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans. Et ça a commencé avec une commande de Radio-Canada pour célébrer le 750e anniversaire de Berlin. Et donc, j'ai composé une œuvre que j'ai appelée Berliner Momente, où est-ce que j'ai compressé en 16 minutes 750 ans d'histoire de Berlin. Et je me suis inspiré de la musique de Wagner pour le côté sombre de l'Allemagne, donc le thème, la musique de Gotthard Dammerung, donc le crépuscule des dieux de Wagner, et aussi de réhabiliter l'hymne national allemand, qui vient du quatuor empereur de Haydn. Et les Allemands ont imposé cette musique-là de façon militaire à l'ensemble de l'Europe. Les gens avaient développé, bref, les gens avaient développé une aversion pour cette musique-là, et j'ai voulu réinstaller la musique de Haydn, parce que Haydn est un compositeur que j'aime beaucoup pour ses quatuors à cordes. Donc, et à partir de ça, ça aussi, ça a fait boule de neige. Et donc, j'ai composé 5 œuvres sur 20 ans. Je les ai toutes créées avec différents orchestres, sauf la dernière, le Berliner 5, qui théoriquement devrait conclure le cycle, mais là, je ne suis plus certain. Peut-être qu'il y en aura un 6e. Et lui, je l'ai terminé en 2008, 20 ans plus tard. Je devais le faire avec l'Orchestre de Montpellier, mais c'est un concert qui a été contrebandé, donc il est en attente. Et les techniques utilisées là-dedans sont encore une fois des techniques de compression. C'est le même type de travail qu'avec Open Music, où tous les éléments, toutes les cellules sont constamment étirées, rapetissées, allongées et projetées de façon extrêmement systématique. Et là, on va, comme par exemple, tous les glissandi ont été calculés de façon absolument mécanique, mais avec une série de consignes très complexes. Ça m'a sauvé beaucoup de temps, bien sûr, quand j'ai composé ça. Et on va reconnaître des extraits de
de Wagner là-dedans. Nous écoutons un extrait. Voilà. D'autres extraits de la partition. On va passer à Jean. Ça, c'est bien d'avion. Non. Oui. Donc, les exemples sonores qu'on a pour Jean, c'est vraiment des pièces qui ont été composées à Simon Fraser, qui se sont retrouvées sur un disque qui s'appelle Iliagams. Donc, voici l'arrière de la pochette. Donc, peux-tu commenter rapidement? J'aimerais encore des choses. Je regarde plus de photos que. Non, c'est de ça que j'avais l'air à l'instant-là. Voilà. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est la prise électrique. C'est un peu ça. C'est juste ça. Bon, ça, c'est un disque qui a été fait. Tu peux revenir à l'autre. Ici, c'est des œuvres qui ont été composées entre 1976 et 1977, pardon, 1980. La mer à l'aube, 77, non, 67. Héliogramme 78, Ange 79 et Rouge 1980. Trois des pièces ont été faites sur les systèmes POD de Marie-Trouax à l'Université Simon Fraser, et Ange est une pièce qui a été faite à l'Université de Stanford au Carmel et qui utilisait pour la première fois, ça a été une des premières œuvres qui a été faite avec le Systems Concept Digital Synthesizer. Et ça, c'était la première fois, c'est le modèle sur lequel le DX7 a été fait. Et il venait tout juste d'être acquis. Peter Sampson, qui était un ingénieur californien, avait fabriqué ce synthétiseur qui était énorme, c'était la taille d'un frigidaire, et qui pouvait faire 256 oscillateurs en temps réel. C'était, à ce moment-là, on en avait deux en 1974, et en 1960, ça c'était en 1978 que le Systems Concept est arrivé, Samson Box on l'appelait. Et j'ai passé un été à Stanford et j'ai travaillé sur les sons et en fait j'ai fait les synthèses, je les ai fait à Stanford et ça a été mixé à l'Université de Simon Fraser. Les autres pièces La mer à l'aube et Héliogramme sont des pièces qui ont été faites sur les systèmes POD 7 ou POD 7. POD, c'est pour Poisson Distribution, parce que... Monsieur Poisson est un mathématicien français, voilà. Et c'est basé sur la statistique d'appui, oui. Parce que là-dessus, j'ai regardé le studio, j'ai réalisé une œuvre là-bas qu'on a appelée les variations du crabe avec le système POD à l'Université Simon Fraser. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré les gens dans les années 175, je crois. Ils sont venus sur Barry Truax dans le petit studio. Et hélas, moi, j'ai perdu la bande de cette chose-là. Donc, c'est là que tu as travaillé pour Héliogramme et Ange. C'est sur cet ordinateur-là, qui est un HP 2116, sur lequel j'ai fait La mer à l'aube et Héliogramme.
Et on ne voit pas là, mais dans cette partie-ci, il y a un MagTape qui est une unité de storage numérique qui marche par bloc. Et quand on partait l'ordinateur, il fallait partir avec une strip de papier, ce qu'on appelle un bootstrap. Et les bootstraps, c'est comme ça qu'on partait les ordinateurs dans le temps. C'était le programme de boot initial, essentiellement, plutôt que quand on allumait la switch, on lisait le programme de départ, qui était le système d'exploitation, plus ou moins qui était mis en mémoire. Cet ordinateur-là avait 48 cas de mémoire. Avait un petit convertisseur qu'on voit dans le coin là-bas, là, ici. Le convertisseur PA était ici. Le programme de Barry, c'est Barry Truax qui est là, donc on pouvait faire une voie de modulation de fréquence en temps réel. Et il y avait plusieurs trucs qu'il fallait, comme il n'y avait pas beaucoup de mémoire et qu'on voulait avoir une fidélité qui était assez élevée quand même, il fallait quand même avoir un taux d'échantillonnage. Et le taux d'échantillonnage qu'on avait maximum là-dessus, c'était 16 K. C'est-à-dire qu'on pouvait générer des sons dont la fréquence maximum était de 8 kHz. C'est à peu près, bon, ça couvre un bon range de ce que l'oreille entend quand même, à part les 2 dernières octaves. Mais les sons étaient tellement inouïs que ça ne dérangeait pas à ce moment-là parce qu'on pouvait faire des choses dans le range qui était pratique, on pouvait faire des choses qui étaient quand même extraordinaires. Ça revient un petit peu plus, ça c'est à Utrecht. Ça c'est le premier, c'est le PDP-10 qu'ils avaient à Utrecht et c'est là où Barry avait fait le temps réel comme tel. On ne pouvait pas faire autant, si tu revenais dans l'autre slide là. Bon, ici, juste pour une idée, il y avait 48 cas de mémoire. Il y avait une unité de disque dur qui faisait 128 K ou 256 K où on pouvait mettre des programmes. Et il y avait l'unité magnétique sur laquelle on pouvait storer les échantillons sonores. Ce qui était vraiment extraordinaire ici, bon, on parlait de distribution de poissons, mais ici, Barry était quelqu'un qui a été très influencé par les musiques post-syrielles, à tendance stochastique, un peu chez Michael Koenig, les compositeurs demandaient du temps, les compositeurs français, Xenakis même, en fait, surtout Xenakis. Il avait développé une méthode où est-ce il y avait une approche compositionnelle par masque, c'est-à-dire qu'on faisait des masques dans l'espace fréquentiel, et on disait, là, à ce moment-là, tu as le droit de générer des fréquences entre ce minimum, ce maximum, et dans le temps, ça s'élargissait, ça rapetissait. Puis l'idée de la composition, c'était d'assembler un ensemble de masques comme ça, et le programme décidait de façon aléatoire quelles étaient les notes qui étaient pour être. Ça laisse passer que la bonne musique, en fait. Oui. Alors moi, ça ne m'intéressait pas, ce truc-là. Je me disais, non, c'est pas... je voulais vraiment contrôler les hauteurs que je voulais avoir dans mes pièces. Et j'ai adopté un truc spécial pour faire de la modulation de fréquence. J'ai mis une porteuse à 1 Hz et je l'ai modulée par la hauteur que je voulais. Alors, j'étais simplement une note et je changeais ma modulatrice. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que Zach a compris comment ça marche. Alors, ça, j'ai fait la mer à l'aube comme ça. D'ailleurs, quand tu as entendu, c'est pas ça, j'ai gagné au prix de... Oui, elle avait gagné on s'est rencontrés à ce moment-là. Oui, absolument, le prix du défunt concours des jeunes compositeurs de Radio-Canada. Et puis... juste des jeunes hommes à l'époque. Oui. Donc, cette pièce-là, c'est la première. Ensuite, j'ai fait l'héliogramme, et puis l'héliogramme, mon approche était différente. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai un petit bloc de données, puis j'ai toute la semaine avec l'ordinateur, je peux faire le calcul que je veux. Alors, je disais comment ça sonne un accord de 500. 500 oscillateurs. 500 oscillateurs. Et j'en ai fait. On va l'écouter. Quand ça a sorti, je suis tombé sur le dos. J'avais jamais entendu ça. Et là, on entend. Ça a gardé un certain caractère. Mais là, il faut noter une chose avant que tu le dises. Il ne faut pas oublier que c'est un taux d'échantillonnage de 16 K. Et ça veut dire que la fréquence maximum, je l'ai tripoté un petit peu comme la suite, mais il n'y avait pas toutes les hautes fréquences. Là, ça grésille un petit peu, c'est le caractère du temps. C'est enrichissant. Ça, c'est...
ça n'existait pas, il n'y avait pas d'autre façon de faire ça. Ben, c'est des synthèses additives abusives. Il faut dire qu'au moment où Jean avait composé justement Héliogramme, si on écoute un extrait de Ange, l'utilisation d'accords consonants avait créé toute une commotion dans le milieu de la musique contemporaine. Oui, effectivement. C'était. J'ai dit. Je pense que c'est-à-dire, on était à Copenhague. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas le haut-parleur qui avait éclaté. Tu sais, on était au jardin zoologique où est-ce que. À Copenhague, et le son était tellement fort, tellement puissant. Il y avait tombé, quelque chose comme ça. Dans les milieux de musique expérimentale de l'époque, ça fait comme. Ouais, on n'avait pas le droit de faire ça. On n'avait pas le droit de faire ça. Moi, je vivais à Vancouver, je n'avais pas fait ça. Ange et Jean Terrien, il est. Non, c'est pas ça, c'est 1979. Tu peux le monter un petit peu. La vidéo, je ne peux pas commenter là, parce que c'est un autre kit dans Together, mais si tu veux le monter un petit peu, c'est un peu les mêmes techniques. Si vous entendez la densité des clusters, ça c'était fait sur Science Box. Une musique moins ambiante, rouge, qui était plus rythmique. Rouge, ça, celle-là, elle est. Peux-tu partir du début, en fait? C'est parce que. Je peux pas. C'est l'extrait que j'ai choisi. C'est assez spécial parce que ça sent, faut le savoir, là. Mais ce qui joue, il y a juste deux voix qui jouent. Il y a des percussions par-dessus. Mais la piste électronique, il y a juste deux voix. Et c'est juste en changeant les index de modulation que d'une note à l'autre, je vais chercher des thèmes différents. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait une musique qui est extrêmement, ça fait des sons qui sont extrêmement fusionnés. Et c'est ça qui crée les rythmes. C'est ça qui crée les rythmes, c'est ça qui fait que c'est très dense, c'est très. Voilà. Si on passe ensuite à une autre époque, l'échantillonnage, le sampling. Ouais. Ça aussi, l'autre révolution en musique numérique est arrivée avec l'invention. En fait, c'était pas une invention parce que ça faisait quand même longtemps qu'on savait comment faire ça. Mais, par exemple, le mélotron, qui était un instrument qui a été utilisé à la fin des années 60 et qui impliquait un ensemble de rubans magnétiques sur lesquels on avait enregistré des violons, des flûtes, des chœurs. En fait, il y avait des sets de tape qu'on pouvait acheter. Et on appuyait sur le clavier et les moteurs se mettaient en marche et ça jouait la note enregistrée sur la boucle. Il y avait une durée, je pense que ça durait à 5 ou 6 secondes ou quelque chose comme ça. Oui. Alors ça a été utilisé, les albums des Beatles, King Crimson, tous les groupes progressifs de l'époque. Donc. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que la révolution a été, c'est un instrument qui était extrêmement fragile et qu'on ne pouvait pas contrôler comme il faut. Et Kim Riley, en Australie, a fondé la compagnie qui s'appelait Fairlight Instruments. Et ça, c'est un Fairlight CMI, c'est le premier sampler numérique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bandes analogiques qui tournaient en boucle, on a mis des sons en mémoire d'ordinateur. Chacune des cartes, il y avait 8 cartes pour 8 voix, et des 8 voix, il y avait... donc une seconde chacune. Une seconde chacune de ça. Je pense que le taux d'échantillonnage était à 16 cas. Celui-là, il était à 27 cas. 27, ok. Ouais. J'ai un extrait d'une pièce que tu as fait. Oui. Oui. Donc, avec vidéo en direct. Oui, ça, c'est de la vidéo temps réel. Oui. Ça, c'est comme le 183.
jouer live et on contrôle. Je suis avec une artiste visuelle qui s'appelle Judy Gilliman, une artiste de Berkeley en Californie. On a travaillé ensemble et le Fairlight contrôle une espèce de gros synthétiseur analogique visuel. Ça revient à la mode d'ailleurs, ce que j'ai su. Un Sandin IP, Image Processor. Et c'est une performance avec une danseuse. On voit la face de la danseuse. Et la musique joue en temps réel. Il y avait des contrôles voltage qui contrôlaient Exactement, ouais. le processeur vidéo. C'est ça. Oui, je l'ai volé. Disponible sur Vimeo. Ça va brasser pas mal, là. Mais on voit qu'au niveau, il y a aussi le logiciel de composition, la fameuse page 1 du Fairlight faisait en sorte aussi que ça influençait la façon de composer la musique, évidemment, donc une musique rythmique. Ben, ça prêtait à ça parce que comme on avait des temps d'échantillonnage qui étaient très petits, on était porté à faire des sons courts, on était porté à faire des musiques qui étaient plus rythmiques. Ça, c'est il y a 8 voix, il y a juste un Fairlight. Et toute la vidéo est en temps réel. Donc, disponible sur ton Vimeo. On fait le voir au complet. En fait. Voilà. Et puis, brièvement, pour terminer, Jean a créé un logiciel qui s'appelle Cecilia, qui est disponible, un logiciel fondamentalement fait pour processer Faire des sons. le son. Faire des sons. Ça, C'est basé sur vieille version. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Et tu as travaillé sur le développement d'un logiciel sur le One Laptop for Per Child. Ah, ça, c'est entre 2006 et 2009. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui s'en rappellent. Ça avait fait un peu le tour de la planète. Là, c'était le fameux ordinateur à 100 $. Alors qu'aujourd'hui, pour 50 $, dans un meilleur. L'idée, c'était de fabriquer un ordinateur qui était extrêmement résistant et qu'on n'était pas distribué entièrement sur une plateforme ouverte avec un système d'exploitation de type Linux. Et nous autres, on avait fait toute la plateforme musicale pour les enfants. Et quand on a développé ça, il était très ambitieux. Il voulait en vendre 250 millions. Et c'était un petit peu décevant. Ils en ont vendu quand même quelques millions. Et il y a plusieurs pays, les ministères de l'Éducation dans plusieurs pays, dont Pérou, Pakistan. C'est un projet de dégroupamenté. Nicolas Mécomté. Et à MIT, c'était fait avec One Laptop Per Child. C'était entre 2006 et 2008. On a travaillé là-dessus. Voilà, merci. On va passer à Zach. Donc, Zach Settel, dans à l'IRCAM, dans la salle anéchoïque. Donc, Zach avait déjà un petit PowerPoint qu'on va passer, que tu vas commenter. Voilà. Bon, voilà, donc ça continue un peu. Jean s'est arrêté avec ces images. Donc, là, on regarde le 4X. Alors, Jean, toi, tu as réalisé une pièce. Et la 4X, c'était la continuation de Samson Box. C'était encore de custom hardware. Mais c'était une machine qui était
très puissante à l'époque et qui pourrait faire du temps réel. Et c'était drivé par Boulez et Yarkam. Et Boulez était particulièrement concerné avec le temps réel. Et à l'époque, quand il formait Yarkam, il rejetait tous les projets temps différés. Et à l'époque, il n'y avait que le temps différé. Grosso modo, tu ne pouvais pas travailler avec l'ordi si tu n'avais pas dans une autre façon. Et alors, il a fait développer le 4X, et quand je suis arrivé, la 4X était la machine de guerre pour Yarkam. Et ça fonctionnait très bien, mais l'inconvénient, c'était le chien à programmer. C'était très, très compliqué. Et surtout que tout ce qui était de contrôle sur le temps réel, c'était presque les programmes à temps différé. C'était déjà canné pour contrôler une bête qui fonctionne en temps réel, les enveloppes et tout ça. Et donc Miller Puckett, que j'ai rencontré à MIT l'été de 84, il était là et il développait un programme pour contrôler le 4X, et le programme MAX, qu'on connaît maintenant MAX MSP, c'était un programme que Miller a développé. Il a commencé à MIT, mais Yarkam l'a déployé pour contrôler le 4X. Et l'idée, ça s'appelait Patcher à l'époque, ça tournait sur Macintosh, et il utilisait MIDI, qui était un standard relativement nouveau à l'époque, à la place d'utiliser les bus de contrôle VME et autres, qui étaient beaucoup plus compliqués. Et son idée, c'était de faire un langage de programmation pour le contrôle graphique et patchable et modulaire. Et quelques temps après, il a décidé de porter Max, qui fonctionnait déjà sur le Macintosh, sur une version qui était essentiellement pour MIDI. Et à l'époque, il y avait Jean-Claude Risset qui s'intéressait à ça. Mais ce qui est intéressant avec ce programme-là, Max, c'est que c'était jamais mandaté par Yarkam. C'était plutôt un projet que Miller a fait à son temps, à travailler avec Philippe Maneret, le compositeur. Et petit à petit, les gens de la maison, moi y compris, commencent à utiliser ce logiciel qui s'appelait Patcher, et bientôt ça s'appelait Max. Et ça a commencé à fuiter de Yarkam, de partir ailleurs. Risset l'a pris avec lui, il y avait des copies à Stanford et partout. Et tout d'un coup, Yarkam s'est retrouvé avec le titre de mon PowerPoint, c'est In-House à Out-House. C'est que Yarkam, jusque-là, était vraiment centraliste, et tout ce qu'il savait faire, restait dans la maison. Tu allais à Yarkam pour faire ça, béni de Boulez et tout ça. Mais une fois fini, terminé, tu pars sans rien, sauf l'enregistrement. Alors, tout d'un coup, Yarkam voyait qu'il y avait plus d'utilisateurs Max à l'extérieur de Yarkam qu'à l'intérieur. Et à un moment donné, ils ont décidé de faire un effort pour justement faire valoir ce logiciel. Ils ont fait venir David Zuccarelli, c'était David Wessel qui l'a fait venir. Zuccarelli, qui travaillait à Upcode à l'époque, l'a commercialisé et l'a transformé en logiciel qui a été distribué, qui est toujours commercialisé. Et ce programme Max MSP que l'on connaît maintenant, c'est un peu ça commencé là. Et qui est devenu ensuite un programme de traitement audio. Oui, et tout ce qui est passé, c'est que, bon voilà, 4X Real-Time Machine, Puckett, il a fait le code pour gérer le 4X et MIDI, il donne le code à Zuccarelli. Zuccarelli va sortir la version commerciale. Il a enlevé tous les mots jurés et toutes les saletés qu'on a mis dans Max. Et c'était sortable pour prime time. Ensuite, Puckett continue. Maintenant, il y a Eric Lindemann, c'est 99, 90. Et c'est juste après que Channing termine son travail, parce qu'il travaillait avec David Briscoe là sur le livre de FM, FM étant déjà largement casé. Et donc, cette photo-là, ça tombe juste un peu aléatoirement. Il était là, et puis
il y a une activité il n'y a pas le temps d'expliquer l'évolution du système personnel dans l'IRCAM, mais ce concept d'être centraliste et propriétaire et tout, c'était un concept que David Wessel a amené à IRCAM, qui était le concept de shareware, de Max MSP, de système personnel. Et donc, Chowning et Bristol ont fait un livre qui était sur la programmation de FM et tout ça, et qui est devenu avec le DX7 un peu grand public. Donc tous ces savoir-faire, tout d'un coup, ça rentre dans le domaine public. Alors, Eric Lindemann vient à IRCAM avec Miller, Bennett Smith et plusieurs autres. Ils ont fait une nouvelle Catrix. Au lieu de faire une machine qui était, mettons, unique dans le monde, ils ont fait une machine dont il y avait 10. Et c'était déjà mieux. Et cette machine-là était intéressante parce que, pour la première fois, le code qui tourne sur cette machine-là est le code compilé en C++ ou Objective-C, whatever. C'est pas l'assembler, c'est pas le machine code, sauf certaines parties qui étaient écrites en assembleur, comme les oscillos et tout ça. Mais grosso modo, tu pourrais écrire, Miller, il a pu prendre le source code de Max, porter ça sur le ISPW, qui est cette carte-là, qui est un processeur général, mais qui arrive très bien à faire l'équivalent d'un iPhone d'il y a 3 ans sur une de ces jusqu'à 3 cartes, comme ça. Ça veut dire que tu peux faire tourner un Facebook encoder en temps réel qui était hallucinant, et un certain nombre d'oscillos FM. Mais surtout, tu pourrais faire des pièces avec l'électronique directe, mixte, pour les instruments, comme a fait le Catrix, pour avoir toute une partie d'électronique, d'effets et traitements, écrit en soft, plus besoin d'avoir un Yamaha SPX90 ou un VP70 ou Roland ou Reverb. Tout était en code et tout est écrit en UC ou en Max MSP, mais à l'époque ça s'appelait FTS, que Miller dit que c'est faster than sound. Mais il y a une autre appellation. Mais bon, pour rester poli, je ne vais pas l'évoquer maintenant. Et bref, Miller a fait une version sur le ISPW de ce qu'on connaît maintenant, qui est PD, Pure Data. Et le nom, c'est PD, Pure Data, ou en français PD. Et Miller a choisi ce nom-là pour les mêmes raisons que FTS, je pense. Et avec cette tournant dans l'évolution de la chose, David Zuckerli, il a pu prendre toutes les code sources qu'a fait Miller pour ISPW, qu'on appelle AudioMax, ISPW, etc., Pure Data, PD maintenant. Et il a pris ce code-là et depuis la Californie, il a fait une version MSP. Et IRCAM n'était pas forcément au courant, en fait. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, David Zuckerli, il a fait cet exercice de portage et puis il est venu vers IRCAM en disant voilà, vous allez être très content, regardez ce qui marche avec Max. Et après les discussions très longues, IRCAM a décidé d'aller avec cette proposition. Et donc Max MSP a été sorti à la fin des années 80 commercialement. Et c'est à ce moment-là où Miller a continué avec l'ISPW, mais dans le sens Pure Data. Et aujourd'hui, ces deux logiciels, Max MSP et Pure Data, se ressemblent pas mal parce que Miller est derrière tout ça. Et voilà la petite paquet d'histoire. Là, il y a un petit schéma sur l'évolution de ces choses-là. Patcher, ça commence même à MIT, mais peu après à IRCAM pour contrôler le Catrix. Et après ça, ces itérations, mais tout ça, c'est basé sur la même idée qui va même avant IRCAM. Il y avait Barry, comment s'appelle-t-il? Il y avait quelqu'un dans l'MIT, c'était avant le Media Lab, c'était le IMS, Experimental Studio, qui a fait un logiciel qui s'appelle Hookup. Et si on regarde ça, on retrouve ce qui est... Pour contrôler, c'est ça? Oui, exactement.
Mais donc, à l'époque, j'ai travaillé avec Kurt Lippy qui est là, et Miller qui est là, et on parlait très sérieusement des choses. On avait des grosses préoccupations pour la musique contemporaine en temps réel et tout ça. Et donc, on passait pas mal de temps, mais des fois, il était nécessaire de faire un équilibre. Donc, on voit Lippy avec une bouteille de tequila et Zuccarelli et moi en train de sortir de... là, avec le Dr. Puckett, on est en train de vérifier de prendre certaines mesures. Et tout en étant sur la communauté d'entreprise, on était l'obligation de faire les tests des extincteurs de feu. Et il faut dire que le bureau de Boulez, c'était à peu près 25 mètres de là, dans un espace partagé. Mais là, c'était après 5 heures, je pense, les tests qu'on faisait. On faisait aussi le nettoyage de la verrière avec Lippy. Et ben voilà, et puis après ça, on s'est fait virer tous de l'IRCAM. Et c'est pour ça qu'on est retourné en Amérique du Nord, grosso modo. Donc ici, on a un exemple d'une courte pièce qui a été éditée justement sur ce CD électroclip d'empreinte digitale que tu as fait à l'IRCAM. Voilà. Qui s'appelle Squeak Chop. Donc, tu l'as fait avec quoi exactement? Là, j'ai fait ça, c'était un mélange entre les systèmes personnels temps réel avec Max MSP et les appareils MIDI et compagnie, comme les traitements de voix et compagnie. Et puis, il y avait des logiciels qui tournaient sur le VAX, qui marchaient en temps différé, comme le Phase Vocoder, le Mix Program de Goss. Écoutez un extrait. Ouais. Donc ça, c'est du temps réel. C'est plutôt des questions qui sont en temps différé, traitées par le logiciel. La structure, c'est des questions. Réponse. Donc j'utilisais la voix je faisais une analyse en temps réel de la voix pour déclencher les événements et les sons. Donc ça, c'était juste avec la voix à faire ça, et avec le traitement temps réel, il y a ces sons-là qui sortent. C'est tout débutant. Mais donc, j'aimerais terminer avec vous. Je ne sais pas si on va avoir le temps pour des questions, mais ma dernière question, est-ce que, l'informatique musique a quand même acquis une certaine maturité, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à laquelle on puisse s'attendre ou entendre, je veux dire, le choc qu'on a eu quand on a entendu les premières modulations de fréquence de Charlie et tout ça, donc, puis aussi au niveau compositionnel. Une des choses qui reste à faire, et selon moi c'est la seule, parce que on a réussi en synthèse numérique à reproduire les instruments de façon assez fidèle pour qu'on puisse s'y méprendre. On est rendu vraiment dans les détails de phrasé, on est rendu dans les attaques de vibrato, ça commence à c'est la recherche est extrêmement pointue. Ce qui est d'actualité,
en recherche audio numérique, c'est l'interfaçage, à savoir comment faire des transducteurs de gestes qui vont garder la même intimité avec la matière sonore qu'un violoniste peut avoir quand il fait un vibrato sur son manche. Ça, c'est du travail de détail qui se poursuit et qui va éventuellement se matérialiser. Il y a une chose qui reste, qui, selon moi, va être extrêmement difficile, c'est la synthèse de la conversation humaine. Pas du chant humain, parce que le chant humain, c'est déjà fait. Mais l'articulation de la parole chantée ou parlée avec les intonations naturelles pour qu'on s'y trompe. Autrement dit, qu'on puisse taper un texte, le faire lire en synthèse pour qu'on s'y trompe. Ça, c'est difficile. C'est ça, donc on est passé plutôt d'une phase où on a essayé de reproduire les sons acoustiques. Ensuite, on a trouvé ce qui était spécifique au son numérique. Et puis là, on revient, mais de façon beaucoup plus fine. Enfin, je ne sais pas si Isaac est d'accord, mais... Moi, je ne suis pas d'accord de je plaisante. Non, je pense que je suis d'accord avec John dans la mesure où, vu de l'époque de computer music qui n'existe pas, d'après moi, depuis 10 ans, il reste des choses à raffiner, les frontières qu'on a visées il y a longtemps, on ne sait pas encore ça et tout ça, et c'est sûr que avec le raffinement, il y a toujours une bulle qui s'échappe. Mais ce que je trouve curieux, c'est que, en tout cas pour moi, mais je vois Jean aussi, c'est que on est plus pareil, on était à l'époque, toi tu étais electronic music composer, etc. Walter, toi avec la musique de l'orchestre et électronique, mais acoustique, c'est ça. Et moi avec mon parcours. Mais là, je vois que Jean, il fait des vidéos musique. Et je commence à faire une musique qui implique les espaces, les trucs 3D. Et c'était pas prévu au programme. Et vu de ce point de vue-là, tout d'un coup, je suis pas le même créateur que j'étais avant. Et la façon dont je vois la musique et tout ça, ça a changé. C'est même plus de la musique, c'est autre chose. C'est de l'audiovisuel, mais c'est du son, c'est la musique, c'est compliqué. Mais par rapport, je finis presque avec toi, donc tes attentes vis-à-vis de l'informatique dans ton travail de compositeur. Ben, j'en ai pas vraiment autre que... j'ai écouté avec grand intérêt l'exposé de Zach et de Jean. On développe des outils. On a commencé à développer des outils il y a fort longtemps et on les a perfectionnés. Et on le voit, et plus on avance, plus c'est exponentiel parce que on réfère maintenant aux années 75-80 comme si ça faisait 5 siècles. Et parce que la technologie maintenant avance à des pas incroyables, dû au fait justement que les ordinateurs nous permettent de dépasser de loin la vitesse du son et la vitesse de la lumière maintenant. Mais ça me demeure pour moi que des outils. Et tant mieux si les outils sont performants parce que je reviens à ce que je disais tantôt, plus on a des outils performants, plus on peut s'exprimer. Et qu'est-ce qu'on exprime? Ben, on est assis devant vous, vous avez 3 compositeurs qui sont ici, on utilise des outils qui sont par moments similaires et par moments extrêmement différents. Et ce qui importe, c'est que l'outil puisse servir la pensée de celui qui l'utilise. Par contre, et l'anthropologie nous l'a démontré, c'est que l'outil que l'homme a développé, ou les outils que l'homme a développés, ont eu une incidence sur son développement aussi. Alors donc, il y a un retour d'ascenseur, si on veut, et il est bien évident que entre le moment, moi
Ça fait longtemps que je connais Jean, j'étais là quand il a composé Héliogramme. Et entre ce moment-là, puis ça fait pas 250 ans, et aujourd'hui, Jean est quand même, je présume, la même personne, mais qui a développé des outils qui lui permettent une plus grande facilité d'expression. Et au lieu de passer des heures à faire de la synthèse additive, ben là, maintenant, il y a des mécanismes qui vont le faire pour lui, et puis là, il peut s'occuper d'autres choses. C'est un peu comme quelqu'un qui construit une voiture, puis qui est obligé de visser toutes les vis. Ah, tu engages quelqu'un, tu dis, regarde, visse ça, puis moi, je vais faire le reste, je vais penser à un moteur plus puissant, je vais penser à quelque chose. Alors donc, mes attentes, moi, vis-à-vis de l'informatique, elles sont énormes, et elles sont, à toute fin pratique, impossibles à combler. Pourquoi? Parce que j'attends tout. Je veux tout. Et je cherche et j'utilise et je vais me pencher et travailler avec des outils de plus en plus performants que je souhaite, qui vont m'aider à m'exprimer. C'est tout. Je pense que Jean, tu avais un dernier truc à dire. Juste pour ce qui est de, puisqu'on parle de musique, là, et des arts de l'audio numérique en particulier, je pense que ce qui s'est passé depuis les 5 dernières années, c'est qu'on a atteint un certain plateau. Et maintenant, les perfectionnements arrivent au compte-gouttes. Là, je parle de synthèse, je parle vraiment de synthèse audio numérique. Et les développements se font au niveau des interfaces, c'est-à-dire que chaque compositeur ou chaque musicien en musique électronique peut maintenant façonner une interface ou une surface de travail qui va lui permettre d'entrer en relation avec le matériel avec lequel il travaille de façon plus personnalisée. Mais en termes de développement technologique, il n'y en a pratiquement plus. On est vraiment arrivé à un plateau où est-ce que ce qui était à faire a été fait à 98%. Et c'est ce que juste revenir à ce que disait Zach tout à l'heure, c'est que moi, une des raisons qui m'a poussé vers le visuel, c'est que j'avais plus de challenge, justement, faisant l'audio. Et je me suis intéressé à d'autres choses. Et essentiellement, quand on est compositeur, ce qu'on fait, c'est qu'on traite de l'art du temps. Et l'art du temps, ça s'exprime avec l'image en mouvement, autant que ça s'exprime avec le son. Et moi, c'est la direction que j'ai prise depuis ce temps-là. Excellent. Il a duré rendu de 3 jours. Voilà. Ben, merci. Merci aussi, CL. Merci. Merci. Question de Open Music, là, la troisième pièce que tu as mis là, dans le programme, c'est quoi que tu as mis? Le côté du son ou ça a été vendredi? Donc, alors, la cadence de piano est devenue une matrice, comme si c'était une simple mélodie, mais c'est très complexe. Et avec Open Music, je peux dire, tu vas prendre, alors je lui fais lire la matrice. Là, elle va ingérer la matrice Open Music, donc elle va identifier chacun des éléments de la cadence de piano. Donc, ce qui veut dire chacun des rythmes, des intensités. Tu as enregistré le piano, puis là, tu as mis ça dans la chambre? Non. D'abord, c'est pas une machine. Open Music, c'est un logiciel. Alors, le piano était loin d'être enregistré encore. La pièce n'avait pas été créée. C'est que les données. Alors, c'est des notes, On les a entendu durées. dans la troisième pièce? Ah non, mais ça, c'est l'orchestre qui joue. Attends, mais les calculs qui ont mené à ça. Alors, donc, à partir de la cadence de piano était composée, et là, j'ai utilisé la cadence de piano pour composer la première partie du troisième mouvement de ce concerto-là. Donc, j'ai fourni au logiciel Open Music tous les paramètres de la cadence de piano. Les durées, les rythmes, les hauteurs, les intensités. Et ça, Open Music le prend, puis là, il le sait. C'est-à-dire que tout, c'est du data qui est là-dedans. Là, ensuite de ça, je peux lui dire, tu vas prendre telle section, puis pour X, Y raison, et là, tu vas me le tirer par tel facteur. C'est-à-dire que tu vas allonger cette musique-là. Alors donc, et ensuite de ça, les résultats que tu vas me donner,
peuvent aller dans la précision du 8e, du 9e, du 10e de seconde. Alors, ils vont fournir plusieurs versions possibles de cette chose-là. Là, je vais lui dire, ensuite de ça, il y a certaines sections, les intervalles devront être étirés par un facteur de temps. C'est-à-dire que la même proportion va être gardée entre les notes, mais sera maintenant dans un espace plus grand. Alors, avant, j'étais obligé, je notais, mettons une cadence de piano comme ça, là, mettons, il y a 1545 durées qui sont là, qui étaient toutes notées de 1, 1545 avec le numéro de durée, la hauteur, l'intensité. Et là, je multipliais ça à la main et j'avais des grilles d'analyse pour aller chercher ça. Qui plus est, une fois que ceci est sorti, là, j'utilise d'autres systèmes, par exemple, pour déterminer quels seront les instruments qui vont jouer à quel moment et pendant tant de temps. Et ça, c'est un autre niveau de complexité. Mais c'est un logiciel qui permet, en gros, d'étirer ou de compresser le temps. Donc, et à la fin, il retranscrit tout à la main, et il y a une copiste et voilà. Qui remet ça dans un logiciel. Ben, c'est-à-dire qu'une fois que c'est passé dans Open Music, il y a plusieurs possibilités. Je peux, soit à la main, le rentrer dans une partition d'orchestre, ou si déjà mon orchestration a été prévue d'avance, parce que je travaille avec plein de systèmes hybrides. Là. Tu sais, je ne suis pas un taliban, je n'ai pas une façon de faire les choses. Alors, ou sinon, par moment, je peux directement transférer ce data-là dans Finale, dans un programme qui va imprimer la musique et voilà, c'est fait. Merci. Bon. Juste une question. Lorsque tu parles d'un accord, par exemple, tu as un accord, Oui. tu vas comprimer. Oui. Enfin, plutôt, tu vas comprimer en intervalle, tu vas tomber sur des systèmes non tempérés. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez qu'en musique, le premier geste du développement musical, c'est l'imitation. On imite quelque chose. Et d'où les canons et les fugues, ou les ricerca, qui veut dire rechercher. C'est-à-dire qu'on a un objet, puis comment est-ce qu'on va le développer? On va l'imiter. En l'imitant, on le déforme. Alors, il y a deux possibilités. Les microtons, et ça, on pourra en discuter longuement. Les microtons vont fonctionner très bien dans des musiques qui s'étalent sur de très longues durées et aussi avec des instruments qui sont conçus pour les jouer. Alors, quand je fais soit des compressions ou des dilatations d'intervalles, il est évident que j'ai des grilles qui vont les ramener à des intervalles tempérés. Parce que si j'écris de la musique en triple croche pour un grand orchestre et que je demande au violoniste de jouer en tiers de ton ou en sixième de ton, c'est ridicule, ça ne peut pas fonctionner. De toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, une quinte, c'est juste ou c'est faux. Mais ce qui est intéressant à partir de ce moment-là, c'est que ça devient de la déformation. C'est-à-dire que je prends un objet et je le déforme. Mais je le déforme en tenant compte de ses paramètres et ces paramètres sont conservés. C'est un peu comme quelqu'un qui va s'exprimer dans une autre langue, mais qui n'est pas la sienne, mais il va bien s'exprimer, il va être capable de dire ce qu'il a dit, mais on va reconnaître son accent, d'où il vient. Et c'est ce qui donne un caractère et une saveur très particulière au lieu que cet objet-là devienne perdu. Par contre, dans certaines réalisations électroniques que j'ai faites, là, je vais conserver les micro-intervalles, si on veut, mais comme chef d'orchestre, j'ai eu à me battre, et j'ai encore à me battre avec des absurdités à ce niveau-là, qui tiennent de l'utopie. Et c'est vraiment pas intéressant. Et plus souvent qu'autrement, dans un contexte qui passe du tempéré au non tempéré. Et on est un peu comme, vous savez, c'est comme si vous aviez une paire de lunettes avec un des verres qui est pas vraiment au focus avec l'autre. On devient un petit peu étourdi, on a mal au cœur et on n'est pas content. Voilà, mais on ne prend plus de questions. C'est à faire dans 20 minutes si vous voulez sortir. C'est bon moment. Merci.